Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 7 juillet 2023 et on commence le show directement avec le procès de Roman Reigns. De base, j'ai cru comprendre que le segment devait durer 20 minutes, pas plus. On ouvre le show avec ça, mais finalement, le segment a duré 40 minutes, donc ça a pris une grosse partie de SmackDown, quasi un tiers de SmackDown, c'est ouf quand même. 40 minutes, mais je vais pas vous mentir, je suis pas du tout déçu par rapport à cette décision-là que le segment a duré 40 minutes, même si, encore une fois, le segment devait durer un petit peu moins, parce que ça a pris une grosse partie de ce SmackDown, et en plus c'était super bien. C'était un bon petit segment, je dirais pas non plus que c'était un segment magistral comme les gens le disent sur les réseaux sociaux, mais je trouve que le segment était super bien réalisé, donc tant mieux en vrai, on va dire. On a les Usos qui commencent et qui font leur entrée, mais ils vont se faire interrompre par Paul Heyman et Sikoa qui vont commencer à parler, enfin surtout Paul Heyman, puisque Sikoa ne parle pas beaucoup. Et directement, les Usos vont demander à Paul Heyman de la fermer parce que voilà, c'est pas à lui d'avoir la parole. Et on aura du coup Roman Reigns qui va venir faire son entrée, encore une fois l'entrée qui prend beaucoup de temps, mais il arrive dans le ring. On aura les premiers clips de ce procès pour Roman Reigns. Donc un clip qui montre encore une fois que Roman Reigns n'a pas été tout le temps courtois avec les membres de sa famille, qu'il respectait pas trop Solo, ni les Usos, ni Paul Heyman, enfin bref, tout ce qui est Roman Reigns en tout cas. Et Roman Reigns va commencer à se défendre en disant que il n'avait pas besoin de la Bloodline pour faire des mini-events de WrestleMania puisqu'il en a déjà fait auparavant. Et vraiment, s'il a fait tout ça, c'était surtout pour sa famille. S'il a fait la Bloodline, c'était pour aider ses cousins, Paul Heyman, etc. C'était vraiment pour la Bloodline, etc. Donc il n'y a pas réellement d'envie de sa part de faire quelque chose contre les Usos ou contre sa famille, puisque son but c'était surtout de les surélever et pas de les détruire plus que ça, même si on sait bien que il ment un petit peu dans ce qu'il raconte. Et donc à ce moment-là, Roman Reigns dit qu'il en a fini avec tout ça, il va enlever son collier de cou, enfin son collier de cou, logique, mais son collier de fleurs, quoi, je sais pas comment ça s'appelle, de sa culture, il va l'enlever, il va le mettre à Jey Uso, il va enlever sa ceinture aussi, il va se mettre à genoux au sol avant de mettre un gros low blow à Jey Uso. Ensuite, Jimmy Uso va réagir, il va attaquer Roman Reigns, mais on aura Solo Sikoa qui sera là pour aider Roman Reigns. Et puis finalement, ça va partir en bagarre et on aura même Jimmy Uso qui devra être emmené en civière par la suite, puisque Roman Reigns et Sikoa vont prendre l'avantage sur les Usos. Donc grand segment encore une fois pour commencer ce show-là. Au départ, je comprenais pas pourquoi ils avaient ouvert le show et ils n'avaient pas terminé le show. C'était un segment qui aurait très bien pu terminer le show, mais finalement, c'était la bonne solution vu ce qui s'est passé par la suite. Mais franchement, c'était un super bon segment pour ouvrir le show et je suis pas déçu du tout. Ensuite, Austin Theory a défendu son titre des États-Unis face à Sheamus dans une revanche encore une fois. Le match n'était pas fou, c'était pas vraiment une bonne manière de mettre ce match-là. Je sais que Triple H il a pour but de mettre plus de gros matchs lors des weekly pour décharger un petit peu les cartes de pay-per-view. Donc le SmackDown ou le Raw avant le pay-per-view, imaginons on va mettre un match pour le titre comme on a pu avoir pour Money in the Bank, donc Sami Zayn et Kevin Owens qui défendaient leur titre et on avait Asuka qui défendait son titre pour pas avoir ces matchs là en plus sur la carte de Money in the Bank. Il a pour but de faire ça, mais si t'as des matchs comme celui d'Austin Theory, franchement c'est pas la peine parce que c'est pas du tout un gros match qu'on a eu, même la semaine dernière on n'a pas eu de gros matchs avec Asuka, Charlotte Flair, Sami Zayn et Kevin Owens. Donc voilà, je sais pas en vrai ce que Triple H veut faire avec tout ça, mais il faut vraiment bien booker les choses s'il veut que ça fonctionne et s'il veut que les fans soient ravis, parce que pour l'instant là, c'est pas trop le cas. Donc Sheamus contre Austin Theory, le match il a un petit peu duré, il était pas méga long non plus. À un moment donné, on a Pretty Deadly qui arrive pour empêcher Sheamus de remporter le match, mais on aura Ridge Holland et Butch qui vont venir pour aider Sheamus. Finalement, je crois qu'à la fin, on aura Sheamus qui va vouloir mettre un brogue kick à Austin Theory, mais il va le mettre sur un des membres de Pretty Deadly et du coup Austin Theory va arriver par derrière pour faire un roll-up et conserver son titre. Depuis Mania, j'ai l'impression il remporte tous ses matchs avec des roll-up Austin Theory. Franchement, il est temps que son règne se termine parce que là c'est vraiment pas fou et je m'en fous un petit peu d'Austin Theory. J'ai l'impression que c'est une version Wish de ce qu'on aimerait avoir de lui. Déjà rien que Grayson Waller qui est là dans le main roster depuis très peu. Il a déjà plus accompli qu'Austin Theory. Façon de parler, hein, il n'a pas accompli grand chose, mais rien que de sa présence, Grayson Waller il a plus prouvé qu'Austin Theory, et c'est quand même assez grave pour Austin Theory qui est censé être le nouveau John Cena. Et là, on voit rien du tout de tout ça. Et j'espère en vrai que ça ira mieux pour Austin Theory, mais pour l'instant, moi je suis descendu du train et je m'en fous un petit peu de ce qu'il nous raconte et de ce qu'il nous propose parce que voilà, c'est pas top. Ensuite, on a le Grayson Waller Effect avec comme invité Edge, puisqu'on était au Madison Square Garden, et forcément Edge, il a commencé sa carrière ici, et Grayson Waller, il veut sous-entendre que Edge va terminer sa carrière ici. Il dit que Edge a une grosse annonce pour le public,
Donc Edge arrive, Grayson Waller attend que Edge annonce cette grande annonce, mais Edge il voit pas de quoi Grayson Waller veut parler. Il dit encore une fois qu'il a commencé sa carrière ici, etc. Et puis Grayson Waller il perd patience et il va l'annoncer à la place de Edge. Il annonce au public que Edge va prendre sa retraite, sauf que Edge il dit que tu racontes de la merde, je vais prendre ma retraite. Non seulement je vais pas prendre ma retraite, mais en plus je vais t'affronter toi ce soir. Donc on aura Grayson Waller contre Edge ce soir au Madison Square Garden. Gros match en vrai de début pour Grayson Waller dans le main roster. C'est juste fou comment la WWE met de la confiance autour de Grayson Waller et j'espère que ça va continuer parce que pour moi ce mec là ça va être une star dans quelques années. On va s'en rappeler de tous ces segments là, de tous ces débuts de carrière qu'il a parce que c'est juste fou ce qu'il est déjà en train d'accomplir Grayson Waller dès son arrivée et j'ai juste hâte de voir la suite. Même si j'attendais un match à SummerSlam entre les deux, je me disais que ce segment là ça pouvait commencer une petite rivalité entre les deux pour SummerSlam ou je sais pas. Finalement non, je sais pas si ça va continuer par la suite ou quoi que ce soit, mais j'aurais bien aimé qu'on ait ce match-là sur un stage un peu plus, enfin même si on est Madison Square Garden, j'aurais préféré qu'on ait ce match-là en pay-per-view pour avoir un meilleur match. Et d'ailleurs j'ai hâte de voir qu'est-ce que Edge va faire aussi à SummerSlam, s'il est à SummerSlam. Ensuite on a eu un match entre AJ Styles et Karrion Kross, donc revanche de ce qu'on a pu avoir il y a quelques semaines. C'est vraiment un programme qui m'intéresse peu, surtout qu'ils font les choses pas enfin pas de la bonne manière en tout cas. Ils essayent de mettre un petit peu plus en avant Karrion Kross, mais j'ai l'impression que c'est juste un mec qu'ils vont utiliser quand ils ont besoin d'utiliser un mec. Donc là c'est un petit peu le cas encore une fois parce qu'il a affronté AJ Styles mais il va se faire battre par AJ Styles et d'une manière assez clean. C'est pas plus mal qu'AJ Styles gagne parce que je suis un grand fan d'AJ Styles et je trouve qu'il mérite encore une fois un petit run on va dire à la WWE, peut-être en tant que champion du monde ou je sais pas trop quoi. Mais je trouve qu'AJ Styles mérite une victoire. Mais là, Karrion Kross, c'est l'enfoncé que la WWE fait et que la WWE fait et il l'aide pas du tout. Donc, on va voir ce qui va se passer par la suite avec lui. Mais les plans qu'on avait pour Karrion Kross dès son arrivée dès son retour à la WWE en août, bah, pour l'instant tout est écroulé et on n'a rien de tout ça. Enfin bref, après on aura Asuka qui va faire son entrée, mais elle va se faire attaquer par Bianca Belair, puis Charlotte Flair elle va arriver et du coup il y aura une grosse bagarre entre les trois. On aura Io Sky qui va mettre un moonsault sur Asuka ou sur Charlotte Flair, je me rappelle plus. Elle va vouloir cash in, mais on aura Bianca Belair et Charlotte Flair qui seront là pour empêcher Io Sky. Donc il n'y a pas eu un segment hyper long avec tout ça. Mais en tout cas, on voit que Io Sky, elle est en train de poser ses petits pions un petit peu partout, autour de Rhea Ripley, autour de Asuka. Donc ça met un petit peu d'intrigue autour de ça. On verra ce que Io Sky va décider, sur qui elle va décider de cash in, en espérant qu'elle va réussir à cash in. Parce que pour l'instant, 100% de cash in ont été réussis du côté féminin. En espérant qu'Io Sky ne soit pas la première à louper son cash in. Mais en tout cas, j'aime bien ce fait que ça nous mette un petit peu plus d'intrigue, que Io Sky elle décide d'aller vers Asuka, puis elle décide d'aller vers Rhea Ripley, etc. Qu'elle n'a pas encore fait son choix. Mais j'espère qu'on n'aura pas ça chaque semaine où on aura Io Sky qui va tenter de cash in et puis qu'au final elle va pas réussir à cash in. Et pareil pour Damien Priest parce que ce serait un petit peu nul et décevant. Et le moment où ça va arriver, on sera même pas surpris puisqu'il nous le tease depuis quelques semaines. Donc j'espère qu'il y aura une construction un petit peu plus profonde autour de ces mallettes là et pas simplement des mises en garde et pour qu'au final on ait un jour où ça arrive. Enfin bref, ensuite on a eu Edge contre Grayson Waller. J'ai pas regardé le match en entier, mais je pense que le match était assez bien en vrai. Il n'y a pas eu de retour très négatif, je trouve, autour de ce match-là. Je sais pas non plus si le match était assez long, donc dites-moi dans les commentaires. Mais encore une fois, juste ouf pour Grayson Waller qui affronte Edge, mais il va se faire battre évidemment par Edge. Donc voilà, il a fait un spear à la fin, il a remporté le match. Mais c'est quand même un gros début pour Grayson Waller, et encore une fois, j'ai hâte de voir la suite entre les deux. Et enfin, pour terminer le show, on a Roman Reigns qui revient sur le ring, il va redemander au public de le reconnaître. Mais on aura Jey Uso qui va faire son entrée directement. Et je trouve que c'est hyper intelligent ce que la WWE a fait à ce moment-là, puisqu'ils ont réussi à trouver une manière pour que Jey Uso soit le mec de la situation à ce moment-là, et pas Jimmy Uso. Donc Jimmy Uso, ils l'ont emmené en civière, donc il n'est pas en capacité d'être là. On a Jey Uso qui vient pour sauver l'honneur, il arrive, il prend une chaise, il monte dans le ring, il va attaquer Roman Reigns, mais on a Solo Sikoa qui est là pour défendre Roman Reigns. Finalement, Jey Uso va prendre la ceinture de Roman Reigns. Roman Reigns et Solo Sikoa, eux, vont sortir du ring. Et on va terminer le show évidemment avec Jey Uso qui va challenger Roman Reigns pour un match pour le titre. Donc il précise pas le match qu'il veut que ce soit à SummerSlam. Il le précise pas, mais j'imagine que c'est la suite logique. Donc je pense qu'on aura évidemment un Jey Uso contre Roman Reigns partie 3. On revient en 2020. En vrai, je suis nostalgique un petit peu de 2020, même si c'est une période que j'aime pas beaucoup dans le catch, parce que c'est le Covid évidemment. Et à ce moment-là, moi je voulais absolument le retour du public. Ça a gâché beaucoup de choses le Covid pendant le catch. Enfin pour le catch en tout cas, et pour le monde entier en général. Mais là je parle de catch. Ça a gâché beaucoup de choses. Je vais pas en revenir là-dessus. Je vous ai déjà fait part de quelques-uns de mes avis par rapport à la Covid era, à la WWE, mais ça a gâché énormément de choses. Donc j'ai toujours ce petit goût amer quand je repense
au Thunderdome, quand je repense au Performance Center et tout ça. C'est pas des très très bons souvenirs, mais il y avait quelque chose qui arrivait, qui arrivait par moment à sortir du lot, comme cette rivalité entre Jey Uso et Roman Reigns pendant la Covid era, qui était vraiment passionnante. Et j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Un match à SummerSlam entre Jey Uso et Roman Reigns, quasi 4 ans, si je dis pas de bêtises, ou 3 ans, je sais plus, après leur rivalité entre les deux. Donc encore une fois, la WWE est très intelligente en faisant ça. Et moi, si j'étais la WWE, je garderais Jey Uso blessé jusqu'à SummerSlam, histoire qu'on se doute pas trop de tout ça, mais qu'au final, ce soit un petit peu obvious, comme ils le font d'habitude. Et que pendant le match de Roman Reigns contre Jey Uso à SummerSlam, on ait Jey Uso qui soit là pour aider Jey Uso. J'imagine que Jey Uso va pas battre Roman Reigns. Ce serait quand même assez choquant de voir Jey Uso battre Roman Reigns. Mais qu'on ait le retour de Jey Uso à ce moment-là pour créer encore une fois un grand moment et ne pas faire que Jey Uso soit un petit peu le deuxième membre des Usos, parce que finalement les Usos c'est deux frères quasi jumeaux. Je crois qu'ils sont jumeaux, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est deux frères qui sont ensemble, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Et là, le fait de garder Jey Uso blessé, ça prouverait un petit peu qu'on n'ait pas Jey Uso qui soit au-dessus de Jey Uso ou quoi que ce soit. C'est juste que Jey Uso n'était pas blessé à ce moment-là et Jey Uso lui était blessé. Et enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, comme ça se termine l'épisode de SmackDown. C'était un bon petit épisode de SmackDown, bien mieux que celui de la semaine dernière, je trouve, même si la semaine dernière on avait le public qui était là. Cette semaine aussi on avait le public qui était là, puisque c'était Madison Square Garden quasi sold out. Donc j'ai bien apprécié ce petit show là. Encore une fois, beaucoup de petites erreurs. Il y a des personnes qui n'apparaissent pas pendant les épisodes de SmackDown, c'est assez dommage. Et LA Knight qui est pas là, alors que les fans ils poussent pour la voir. Il était là en début de soirée, mais le show n'avait pas commencé. Enfin bref, il y a encore 2-3 petites choses qu'il faut régler à la WWE, mais ça prend du temps et je le conçois. Il y a la fusion qui est en train de se faire et je pense qu'une fois que la fusion sera faite, si je dis pas de bêtises et si tout se passe bien, on devrait avoir du changement et du mouvement à la WWE pour avoir de choses un petit peu meilleures. Même si encore une fois c'est difficile de satisfaire les besoins de tout le monde en ce qui concerne la WWE. Je le comprends aussi et c'est normal. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à cet épisode de SmackDown. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch a espoir. Bisous bisous.